Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Baccar, je travaille chez Aérospace AD et je suis en charge de l'ESABIC Sud-France. Donc, c'est un incubateur d'entreprise qui est porté au niveau européen par l'Agence spatiale européenne et qui est un consortium en France avec pour principal partenaire le CNES. Qui finance par ailleurs ce dispositif. Et donc, dans le cadre de l'accompagnement de nos entreprises, on développe régulièrement, on organise régulièrement des webinars avec des partenaires du pôle et des partenaires de l'ESABIC. Et aujourd'hui, on est ravis de pouvoir accueillir Pierre et Laura qui travaillent chez Scalian et qui vont nous dire un petit peu plus sur ce qui se fait dans cette entreprise-là et quels sont les liens qui peuvent être faits avec les startups. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Du coup, vous voyez bien mon écran. Avec Pierre Doussin, du coup, moi je suis directeur de la BU Space et Technologie pour Scalian. Je suis accompagné de Laura, du coup. Je te laisse te présenter, Laura. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Laura Todeschi, je suis consultante opération chez Scalian et j'ai aussi une casquette de Deputy Practice Leader, donc c'est-à-dire référente sur une expertise autour de la gestion de projet. Et donc Pierre m'a proposé de me joindre à lui pour vous parler aujourd'hui de l'importance de la gestion de projet et des choses sur lesquelles il faut être particulièrement attentif puisque c'est un domaine qui bouge beaucoup. Exactement. Donc l'objectif d'aujourd'hui, en effet, la présentation va s'articuler sur deux axes. À la première, on va faire un petit rappel rapide en fait de qui est Scalian et de comment on a évolué justement grâce au management de projet, qui est une expertise forte du groupe. Et vous partagera aussi notre retour d'expérience sur les sociétés à la fois de différentes tailles qu'on accompagne justement sur le management de projet, puisque derrière le management de projet, finalement, on peut y mettre plein de définitions. Chacun a sa définition, au même titre que l'agilité, par exemple. Donc, c'est surtout l'objectif derrière cette présentation, c'est que vous puissiez avoir tous les outils nécessaires pour prendre la bonne décision en fonction de tel type de projet, de tel environnement ou de tel contexte, pour derrière faire en sorte que ce management de projet, finalement, soit une clé de voûte du succès de vos projets ou du développement de votre société. Donc, par rapport à la présentation, donc petit rappel de Scalian. Scalian, du coup, c'est un groupe aujourd'hui qui est international, qui représente un peu plus de 3000 collaborateurs, qui finalement est la concaténation de plusieurs sociétés d'expertise qu'on retrouvait notamment majoritairement dans la communauté toulousaine avec Logiciel plutôt sur des métiers d'ingénierie, ETOP sur le management de projet, Eckert côté qualité, Aliotech sur les bancs de test et CMT+, sur tout ce qui touche aux finances, controlling et achats. Donc, on a une évolution depuis plus de 30 ans aujourd'hui dans le monde du service et on accompagne finalement tout type de société en fonction de leurs contraintes et de leurs problématiques sur trois axes forts, la transformation au sens large, la maîtrise des technologies digitales et des systèmes qui sont partie prenante aujourd'hui de toute évolution de nos sociétés et bien entendu la performance des opérations. Et c'est bien justement dans cette expertise-là aujourd'hui qu'on va vous partager la thématique du management de projet en tant que tel. On a donc deux grandes divisions chez Scalian qui permettent justement d'adresser les problématiques de nos clients. La partie digital system, donc tout autour du système d'information, des systèmes complexes, donc plutôt des métiers d'ingénierie. Une entité performance des opérations qui va s'articuler autour de quatre grands axes, la performance de l'entreprise au sens large, la performance des achats, tout ce qui est lié à la performance des projets, et c'est bien la thématique d'aujourd'hui, et donc une performance industrielle, toute la partie supply, qui nous permet derrière de traiter toute la chaîne de valeur finalement d'une société. Et au carrefour de tout ça, on a une entité qui s'appelle Digital Transformation, qui elle a pour vocation de faire communiquer les deux avec toutes les technologies innovantes d'aujourd'hui et donc faire avancer l'état de l'art aussi. On parle d'intelligence artificielle forcément, de big data et autres. Tous ces sujets-là aujourd'hui étaient plutôt utilisés dans le cadre des métiers d'ingénierie, mais aujourd'hui on voit que le pas en tout cas, ça prend le pas côté performance des opérations sur la partie supply, sur du finance et du controlling. Toute l'intelligence artificielle rentre vraiment à tous les niveaux finalement de l'entreprise. Au carrefour de cette organisation-là, on a deux grandes entités qui font partie intégrante en fait du groupe, mais qui sont aussi indépendantes. Il y a Scalian Academy, qui est un organisme de formation du coup agréé, qui permet de dispenser des formations à la fois à nos collaborateurs, mais aussi aux sociétés, sur justement nos différents domaines d'expertise. Et le deuxième point, qui est le lab de Scalian, qui représente aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs dédiés au lab,
chacun avec une spécialité, majoritairement des docteurs à l'intérieur de ce lab, et qui font justement avancer l'état de l'art avec différentes thématiques. La gestion de projet en fait partie. On a plusieurs sujets de recherche et développement à ce niveau-là. Dans ce cadre-là, justement, on pourra citer peut-être un ou deux exemples, notamment un qui était l'objectif de développer en fait un outil qui permet de faciliter la priorisation dans le cadre de projet, ou par exemple la gestion des risques. L'objectif étant, notamment sur la gestion des risques, de pouvoir anticiper les risques, donc de faire plutôt de la prédiction de risques dans le cadre de la gestion de projet, plutôt que de faire de la gestion des risques de façon curative à l'issue d'un projet. Et on y reviendra tout à l'heure avec Laura, mais la gestion de projet ou le management de projet aujourd'hui, il fait partie prenante des organisations. On peut le mettre à différents niveaux, ou à différents niveaux en tout cas de complexité aussi, pour que derrière on puisse avoir la meilleure efficience. Et justement, dans ce cadre-là, on le voit bien, nos organisations changent, les marchés changent. On prend un exemple tout à l'heure, notamment dans le monde du spatial, hein, qu'on connaît bien. Les paradigmes ont changé. Avant, on faisait un satellite qui coûtait 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, on fait des constellations de satellites qui font 30 à 40 kilos. Donc, les choses ont vraiment changé. La supply a changé, le management de projet a changé. Et donc, c'est dans ce contexte finalement mouvant, on verra, il y a vraiment un triptyque de 3 points clés qui font que justement, le management de projet doit s'adapter pour réduire le lead time, à la fois soit sur des développements de produits, soit sur le process, soit sur un développement d'entreprise. On pourra y revenir tout à l'heure. Laura, du coup, je te laisse prendre la parole sur l'expertise du coup sur ce sujet-là, qui est le pilotage de projet, avec un focus que l'on a voulu faire notamment dans le monde du spatial. On regarde l'évolution qu'il y a eu à la fois sur le marché, mais aussi des organisations. Oui, merci Pierre. Donc oui, effectivement, si tu passes sur la slide suivante, en fait, ce qu'on voulait partager avec vous, c'est notre expertise appliquée essentiellement au domaine du spatial, puisqu'on reste quand même dans un contexte Aerospace Valley, mais ce sont des choses qui peuvent tout à fait être transposables à d'autres domaines. Et on voulait vraiment zoomer en fait sur des éléments et des pratiques de gestion de projet qui ont beaucoup évolué, et notamment dans le secteur qui nous intéresse. Donc, on en a identifié 6 qui, pour nous, sont vraiment des éléments assez importants à prendre en compte dans notre approche. Ce qu'on observe beaucoup dans le spatial, c'est énormément de transformations autour de la gestion de configuration et de la traçabilité. Il y a quelques années, c'est des choses qui étaient beaucoup faites à la main avec des grosses piles de documents. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur des processus digitalisés, automatisés, avec une recherche de la performance et de l'optimisation qui peut vraiment changer la donne sur un projet complexe et sur un développement. On observe aussi une autre catégorie concernant l'évolution des temps de cycle. Pierre en parlait, on est passé d'un marché où les satellites étaient quasiment des pièces uniques d'orfèvrerie à un marché où on regarde peut-être plus des constellations et des choses produites en série. Ce standard de développement d'un projet spatial, tel qu'il a pu être il y a quelques années, aujourd'hui il a beaucoup évolué. Le temps de cycle n'est plus le même, les méthodes aussi pour faire aboutir ces projets-là ne sont plus les mêmes. On le voit par exemple, le time to market est devenu parfois un élément vraiment critique. Donc il y a de plus en plus de méthodes aussi qui s'adaptent à ça, à cette accélération du temps de cycle et à cette recherche d'un cycle de développement optimisé. On voit aussi que le cycle en V, lui, il est toujours bien présent. Hein. Il n'empêche que dans le spatial, on reste au carrefour entre la partie hardware, la partie software, mais il y a de plus en plus de challenges du statu quo du cycle en V traditionnel. On le voit, hein, il y a des méthodes agiles et design thinking côté software qui viennent en fait fusionner avec des méthodes lean management qui sont plutôt héritées de l'industrie côté hardware. Et on observe de plus en plus des évolutions sur la façon d'adresser les cycles en V, de valider des développements. Un autre sujet aussi qui est intéressant et qui bouge beaucoup, c'est la consolidation d'indicateurs de pilotage. On reste dans le spatial sur un secteur qui est extrêmement normé. Hein. On a des demandes très fortes en termes de quality management system. Je pense à la norme AS 9100 entre autres. Donc on a beaucoup d'indicateurs de pilotage qui doivent être pris en compte pour une gestion de projet réussie. Et on a des outils qui ont considérablement changé. On le voit avec la data visualisation, le big data. Aujourd'hui, on s'oriente vers des dashboards en temps réel qui seraient même plus pilotés sur ordinateur, mais carrément sur smartphone. Donc on a en termes de gestion de projet des évolutions assez conséquentes de ce côté-là aussi.
Il n'empêche qu'on reste quand même sur des métiers très spécialisés. On est sur un secteur où il y a des jalons de développement très spécifiques, il y a une connaissance technique assez pointue, donc c'est quand même si les machines évoluent et permettent de rebattre un peu les cartes au niveau du focus qu'un gestionnaire de projet ou que des personnes qui font du suivi de projet peuvent donner en termes de pilotage, il n'en reste pas moins que l'expérience et la connaissance du secteur sont quand même des éléments qui peuvent être des facteurs clés de succès pour réussir un programme dans le spatial, de bien maîtriser toute la partie technique et la partie développement. Et ensuite, on le voit aussi sur tout ce qui est réglementation et contraintes techniques, justement, sur cet aspect-là. On observe une évolution qui est assez radicale. Je pense qu'il y a quelques années, on était plutôt sur des experts extrêmement expérimentés, qui avaient beaucoup d'années de connaissances, qui détenaient un savoir bien particulier qui n'était pas forcément partagé. Il y avait une sorte de monopole de la compétence technique. Aujourd'hui, on voit qu'on est plutôt dans un domaine où de plus en plus, on a des outils de partage collaboratif, où c'est pas forcément une personne qui détient la connaissance technique qui va faire que, c'est plus un ensemble de personnes et il va y avoir vraiment un soin apporté à la capitalisation de l'information. Donc on voit l'émergence en fait de plein d'outils et de plein de pratiques qui bousculent un petit peu ce qu'on a pu observer quand on pense gestion de projet classique et rôle de PM, PMO comme ça a pu être envisagé dans d'autres secteurs où selon des standards, je pense au Program Management Institute par exemple, il y a des bonnes pratiques qui sont référencées, mais on voit aujourd'hui qu'elles sont challengées et que les choses évoluent très très vite. Mais même si elles évoluent très très vite, il n'en reste pas moins que c'est le processus de gouvernance qui reste au centre de tout ça. Ce qu'on a identifié, nous, de notre côté, c'est vraiment deux thématiques très fortes. Si le processus de gouvernance, lui, ne bouge pas, c'est vraiment la façon de fédérer les équipes et que ce soit dans le choix des outils, vous voyez sur la partie haute à droite, ou dans le choix des solutions collaboratives, on a vraiment ce besoin de fédération, de communication qui aujourd'hui est complètement exacerbé par tous ces outils et tous ces changements dont je vous parlais. Et on voit aussi sur l'axe en bas tout ce qui est un besoin de création de valeur. C'est-à-dire qu'un gestionnaire de projet ou un PMO dans le spatial, c'est pas juste quelqu'un qui va sortir des indicateurs de performance et consolider de la donnée. C'est vraiment quelqu'un qui va avoir plus un rôle de stratégie autour de la valeur, autour de reporting efficace, adapté, qui permettent de prendre des bonnes décisions. Et pour ça, en fait, pour prendre les bonnes décisions, il faut passer du temps à examiner les indicateurs et les informations qui ressortent et pas du temps à consolider les données. Donc on a de plus en plus d'automatisation qui font que tout ce travail de prise de décision et d'information, il peut être vraiment accéléré puisqu'on arrive à avoir les informations en temps réel via des automatisations de routine. Donc après, si tu passes à la slide suivante, Pierre, on va vous montrer un peu plus en détail des méthodes et outils pour traduire en fait comment un processus de gouvernance peut effectivement marquer l'ADN d'un programme, l'ADN d'un projet. En fait, il y a différents outils, différentes méthodes qui peuvent être appliquées. Et le choix qui va être fait sur les méthodes et les outils doit vraiment être un choix adapté au programme, à la complexité, à l'ADN de l'entreprise. Donc, on le voit dans l'encadré en haut à gauche. On a différents types de méthodes aujourd'hui qui sont très connues, très appliquées, ce que j'appellerais plutôt des méthodes traditionnelles de l'industrie. Je pense par exemple à la PQP qui est une méthode d'audit des fournisseurs, il y a du SQDC, du Lean Management, des choses comme ça. Mais on voit aussi de plus en plus des méthodes innovantes. On en a parlé, le processus agile, tout ce qui va être des méthodes, tout ce qui va être des routines de Scrum, des méthodologies safe, du design thinking, de la co-création. C'est des choses qui aujourd'hui sont de plus en plus présentes. Et pour accompagner ça, en fait, on voit qu'il y a deux changements au niveau des outils. On a une première partie d'outils qui va être plutôt des softwares, ce que j'appellerais sur étagère. On a parlé par exemple de la data visualisation. On a des outils aujourd'hui sur le marché qui font ça très bien. Je pense à ClickSense, Power BI, d'autres. Par exemple, pour la planification aussi, on peut avoir des solutions comme Primavera, Planisware, etc. Mais de plus en plus, on s'aperçoit qu'en fait, ces solutions sur étagère ne sont pas toujours suffisantes.
Il y a vraiment ce besoin de fédérer en fait les équipes autour de la gestion de projet. Je pense que beaucoup d'entreprises en ont conscience, ont envie d'utiliser ça comme vraiment fer de lance de leur culture, de leur ADN. Et donc, du coup, on voit de plus en plus, en fait, dans la gestion de projet, des solutions sur mesure. C'est-à-dire des solutions qui vont être basées sur un logiciel sur étagère du marché, mais pour laquelle on va rajouter des paramètres et des éléments qui vont pouvoir correspondre et être en adéquation avec la façon dont les directeurs de projet veulent piloter leur projet. Donc, chez Scalian, comme en parlait Pierre dans sa partie, effectivement, on a le Scalian Lab qui a travaillé sur ce type de mise en place d'outils et de méthodes. Donc, l'idée, en fait, j'ai cité 2 exemples sur la gestion de projet, mais il y en aurait d'autres. En fait, pour l'outil SMAP, donc SMAP, c'est pour Smart Action Plan. L'idée, c'était vraiment de partir de la suite Microsoft et d'un certain nombre d'outils pour permettre à des gestionnaires de projet de définir une liste de critères qui peut être tout à fait adaptée suivant les types de projets, suivant la taille des équipes, etc. Et de les aider, en fait, à partir des outils de la suite Microsoft à pouvoir prioriser les tâches. Donc ça, c'est typiquement le genre de solution custom qui va amener une valeur ajoutée dans le sens où ce ne sera pas simplement un logiciel sur étagère qui va être utilisé, mais il va y avoir vraiment une vraie réflexion sur comment on veut diriger le projet, comment on veut le piloter et quel est l'outil adapté et comment on le customise. Même chose pour EasyBox. EasyBox, c'est aussi une initiative du Scalian Lab. Donc elle, en fait, c'est une application qui a été développée à partir de plusieurs types de planning. En fait, on peut y charger des plannings de type Primavera, Microsoft Office, etc. Et elle utilise en fait des règles de gestion recommandées par le Program Management Institute. Et elle va fournir tout un système de notation sur la qualité du planning. Elle va regarder par exemple les liens entre les tâches, ce genre de choses. Et elle va pouvoir à la fin donner un score sur la robustesse du planning et donner aussi des recommandations sur comment améliorer la planification dans le cadre de la gestion de projet. Donc voilà, c'est 2 exemples parmi tant d'autres, mais on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment une volonté en fait de ne pas forcément utiliser que des outils sur étagère, mais d'aussi trouver des solutions customisées qui puissent s'adapter et correspondre aux problématiques et à la stratégie que les différentes entreprises peuvent vouloir porter dans leur façon de piloter les projets. Dans les projets, pour compléter ce que tu disais, Laura, notamment les projets du lab qui sont portés sur différentes thématiques ou métiers, il faut savoir que tous ces projets-là sont liés en fait au co-développement. C'est-à-dire que notre lab insuffle une idée qui justement émerge de différentes discussions qu'on peut avoir avec nos différents clients ou même des sujets que nous, on a envie de pousser, de développer. Et ces sujets-là sont lancés en mode POC en interne. Et à un moment donné, on arrive où le logiciel, le sujet est traité, arrive à un point où on doit se poser la question, dire, OK, il nous manque peut-être des données pour justement aller plus loin, le sécuriser, le viabiliser. Et donc, c'est à ce moment-là on commence aussi à en discuter avec nos différents partenaires, acteurs, écosystèmes, pour justement qu'on puisse pousser plus avant en fait ce sujet-là et finalement vérifier que ça tient bien la route au regard des sets de données que nous, on n'avait pas peut-être à ce moment-là, mais que nos clients ont, justement pour que derrière, ça puisse être un vrai cas d'école et pas juste un sujet qu'on a voulu développer et qui va rester sur une étagère en interne. On est vraiment sur de la démarche incrémentale de ces sujets-là, en co-développement avec nos clients. Donc ça, typiquement, ça peut faire partie des sujets sur lesquels vous pourriez vous poser des questions aussi en interne, sur lesquels notre lab pourrait réfléchir avec vous pour créer ou co-développer un sujet qui permettra de rendre plus efficient un projet ou plus efficiente une organisation. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment ce qu'on a voulu expliquer dans la partie de droite ici sur la slide, dans notre angle d'approche. En fait, ce qu'on veut, c'est vraiment bien comprendre et définir quelles sont les marches à gravir. Donc là, les marches que vous voyez sur la slide, à titre d'exemple, c'est les principaux jalons qu'on pourrait avoir sur le développement d'un programme spatial, mais chaque industriel ici, on peut tout à fait transposer ça dans d'autres domaines. Et l'idée, c'est vraiment que quel que soit le niveau de maturité, d'avancement, de développement, que ce soit un produit ou un software, concerne vraiment le besoin qui est le vôtre pour pouvoir vous proposer les meilleurs outils.
En fait, des fois, des outils sur étagère suffisent, des fois non. Des fois, on a vraiment besoin de ce step additionnel, d'aller vers de la customisation. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de proposer un accompagnement au cœur des équipes, de comprendre les besoins et de voir comment au quotidien ça pourrait être utilisé pour réfléchir ensemble sur la meilleure solution à apporter. Puis on le voit aussi, en fait, pour chacune des marches à franchir, il y a toute une réflexion qui doit être faite sur tous ces tableaux de bord et ces indicateurs qui vont permettre de piloter cette ascension. Et l'idée, c'est pas juste de faire des indicateurs pour faire des indicateurs ou de prendre un outil du marché parce que c'est l'outil de référence. C'est d'avoir une vraie réflexion sur des KPI qui soient pertinents, qui soient spécifiques et qui puissent donner lieu à des actions. C'est que quand on mesure quelque chose, c'est qu'on veut voir une différence, une évolution, et on veut être capable de la quantifier pour pouvoir ensuite ajuster et prendre des décisions en fonction de ce qu'on observe. Donc ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit. On voit parfois des KPI qui sont présents depuis, parce que il y a 20 ans, on faisait comme ça, on continue à faire comme ça, mais nous, c'est vraiment quelque chose pour lequel on aime bien challenger jusqu'au et avoir une réflexion de fond sur les indicateurs, le processus, est-ce qu'il est adapté, est-ce que c'est en phase avec la stratégie. Et on l'a vu aussi, je pense, ces dernières années avec malheureusement le Covid et d'autres événements. Tout ce qui est indicateur de pilotage, ça a beaucoup évolué de par le fait qu'aujourd'hui, on s'oriente sur des solutions qui sont totalement dématérialisées. Pour piloter à distance un projet, on n'est plus vraiment dans une représentation de dashboard, dans une OBIA room physique avec ce qu'on pourrait imaginer avec des post-it et des tableaux de bord. On a de plus en plus des outils digitaux qui permettent où qu'on soit, que ce soit en télétravail ou sur site, de pouvoir avoir ces réflexions et ces décisions de gestion de projet. Et ça aussi, c'est quelque chose sur quoi on peut faire de l'accompagnement et on peut tout à fait imaginer de re-regarder toutes les différentes marches du processus, la façon dont le projet peut être géré pour pouvoir y coller davantage. Et surtout aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en faisant cet exercice-là, bien souvent, la mise en place d'une gouvernance de projet et le pilotage du projet, ça vient en fait avec la mise en place d'une véritable culture d'entreprise. C'est que la façon dont on va réaliser le programme, la façon dont on va monitorer ses évolutions, ses étapes, bien souvent, avec la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de travail, ça change la culture, ça change la façon dont les gens travaillent et réagissent. Et donc, du coup, il y a aussi tout un travail d'accompagnement et d'adhésion qui est parfois négligé. Ce que je dis souvent, c'est qu'avoir un très bon outil, c'est super, mais si on a une Ferrari et qu'on ne sait pas conduire, c'est quand même dommage. Donc, il ne faut pas juste avoir l'outil, il faut aussi avoir le mode d'emploi, savoir comment l'utiliser, comment l'optimiser au mieux et en tirer le meilleur parti pour pouvoir en profiter pleinement et pour pouvoir obtenir la valeur ajoutée qu'on attend de la mise en place de cette méthode et de cet outil. Donc, c'est autant de changements qui sont vraiment importants à prendre en compte. Je complète juste un truc sur notamment les méthodologies. On parlait tout à l'heure de méthodologies qu'on connaît tous, le cycle en V ou maintenant des nouveaux sujets type agilité. Les deux méthodologies, en tout cas de façon générale, ne sont pas antinomiques et de plus en plus on retrouve des modèles hybrides où de par à la fois les secteurs d'activité mais aussi des contraintes de projet, naturellement on doit maintenir un cycle en V en termes de méthodologie. Pour autant, à l'intérieur de ce cycle en V, on y intègre quelques boucles agiles qui permettent à la fois de réduire le lead time mais aussi de sécuriser certaines théories. Oui, tout à fait. Du coup, si tu passes sur la slide suivante, Pierre. Donc, pour synthétiser tout ça, pour vous proposer vraiment un accompagnement sur mesure et accordé une attention vraiment toute particulière à la compréhension du contexte et des éléments qui vont faire l'essence même de la gestion de projet. Comme on l'a vu, il n'y a pas de recette toute prête. En tout cas, nous, chez Scalian, ce n'est pas notre philosophie. On n'arrive pas avec une méthode copier-coller.
On prend vraiment le temps de connaître, comprendre et identifier en fait quelle est la stratégie, le but et la valeur recherchée pour pouvoir avoir un système de gouvernance et de pilotage de projet qui soit vraiment adapté. Donc, en règle générale, quand on pose notre diagnostic et qu'on essaye de voir quels sont les éléments de cette gouvernance et de ce pilotage de projet qui vont être très importants à prendre en compte dès le départ, on regarde essentiellement 3 aspects. Le premier, c'est le contexte du marché dans lequel on se situe. Dans le spatial, on peut avoir des éléments dimensionnants, comme par exemple, on en a parlé tout à l'heure, le time to market. On peut avoir aussi un besoin de prendre en compte la pénurie des semi-conducteurs, de prendre en compte certains éléments vraiment clés qui vont être importants à garder à l'esprit sur la réussite du projet, sur les impacts que ça peut avoir et sur la façon du coup dont on va pouvoir monitorer le progrès et l'évolution. On regarde aussi la complexité de l'activité. Où est-ce que se situe la valeur ajoutée, hein. Par exemple, pour une entreprise qui fait plutôt du software, ça peut être le code, ça peut être des évolutions modulaires dans la façon dont le produit est conçu, ça peut être le design même du produit, par exemple, qui peut amener un niveau de complexité qui fait toute la valeur et qui, du coup, doit aussi être pris en compte d'un point de vue stratégique. Et on regarde le degré de maturité. On ne proposera pas forcément la même solution de pilotage si on est sur un produit qui est déjà certifié, sur un produit pour lequel la chaîne d'approvisionnement n'a pas été encore définie, ou s'il y a une méthode d'industrialisation qui est déjà existante. Si on est sur de la production en série, on va vraiment essayer de s'adapter au plus juste et de prendre en compte ces différentes contraintes pour trouver la recette et la meilleure approche en fait pour piloter et monitorer les projets. Donc du coup, pour ce pilotage de projet, pour le mettre en place, on utilise en fait 4 leviers principaux qui sont les 4 boîtes que vous voyez sur la slide. La première dont j'en ai parlé, c'est effectivement l'analyse, hein. C'est vraiment un diagnostic précis, une écoute et une compréhension des différents éléments de l'environnement et de la stratégie. On a aussi ensuite tout ce qui est la mise en place d'actions. Ça peut être du coaching, ça peut être de la génération de livrables, ça peut être du support ponctuel. Et une fois qu'on commence en fait à voir des actions, à travailler ensemble, l'idée aussi c'est d'amener de l'automatisation. On en parlait tout à l'heure, ce qu'on veut c'est vraiment recentrer les humains sur les tâches à forte valeur ajoutée en utilisant les machines pour faire un travail de routine. C'est vraiment ça l'essence même de la gestion de projet, c'est de prendre des bonnes décisions et de focaliser ses efforts sur l'analyse et pas sur la création de contenu pour l'analyse. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a un 4e volet qui s'appelle donc l'orchestration. Et ça, c'est vraiment tout ce qui va être animer cette gouvernance, la diffuser dans les strates de l'organisation et s'assurer en fait de l'adhésion des collaborateurs pour pas qu'on se retrouve avec un beau dashboard que personne ne regarde ou que personne n'utilise, puisqu'il n'y a rien de pire que ça. Il faut vraiment que tout le processus et le pilotage soient au service des gens, que les gens se le réapproprient. Donc, on attache une importance très particulière à cet aspect-là. Et donc, du coup, pour finir, on avait quelques exemples d'interventions et de projets à vous montrer. Je ne sais pas, Pierre, si tu voulais rajouter quelque chose sur cette slide, on passe à la suivante. Ouais. C'est bon, je l'ai fait. Il y a un petit temps de latence à chaque fois, mais... Ah, pas de souci. Donc du coup, oui, pour vous donner des exemples de projets sur lesquels on a pu travailler. Donc en haut à gauche, ce que vous voyez, alors pour le coup, ça n'a rien à voir avec le spatial. On a travaillé avec un fonds d'investissement A-Raymond, où là, on est intervenu à Scalian pour faire du coaching en gestion de projet, en gestion de portefeuille. Donc là, typiquement, c'est l'exemple dont on parlait tout à l'heure, des clients qui sont arrivés avec une demande très vague. Ils avaient un besoin de piloter l'ouverture d'une usine en Chine, mais ils ne savaient pas par quel bout le prendre. Donc, on a vraiment co-construit un processus avec eux, adapté sur mesure, où on a pris le temps de cartographier la façon dont ils travaillaient, de comprendre les dynamiques au sein de leur entreprise, pour les accompagner dans la mise en place, pour le coup, d'un changement qui était à la fois méthodologique et culturel pour répondre à leurs besoins. Ensuite, ce que vous voyez en haut à droite, tous ces dashboards-là, ce sont des exemples en fait d'un projet qu'on a fait avec Airbus Hélicoptère. Donc là, la mission, c'était de faire le déploiement d'une méthode EVM, donc Earned Value Management, où là, en fait, la problématique qu'on avait vis-à-vis de la direction des programmes,
on avait en fait différents programmes qui mesuraient la valeur acquise, donc le work in progress, de manière très différente. C'est-à-dire que normalement, le VM, c'est une méthode standard, il n'y a pas 36 façons de le faire. Et là, en fait, on avait un fichier Excel où chaque programme mesurait et interprétait en fait les données et fournissait des résultats qui n'étaient pas très standards et qui n'étaient vraiment pas robustes. Donc là, on a une équipe de consultants qui a été déployée au cœur des équipes de programme pour vraiment reprendre en main le processus, accompagner en fait un déploiement sur des outils, pas juste utiliser un fichier Excel par programme et tout concaténer à la fin, mais vraiment avoir un outil plus robuste pour que chacun des programmes puisse mesurer l'earned value de façon standard et qu'au niveau de la direction des programmes, ils puissent avoir une vue consolidée qui leur permette de voir des choses homogènes d'un programme à l'autre et donc du coup de pouvoir comparer les programmes entre eux et de prendre des décisions qui sont adaptées. Ce que vous voyez également en bas à droite, c'est un exemple de collaboration avec Thales Alenia Space. Donc là, avec Thales Alenia Space, pour certains programmes, on a un fonctionnement, ce qu'on appelle un centre de service. Donc là, c'est un petit peu différent. Sur des métiers comme la supply chain ou la qualité logicielle, en fait, on définit avec le client un certain nombre d'unités d'œuvre, donc des livrables ou des tâches pour lesquelles on va être sollicité. Et donc, on a notre propre équipe de consultants Scalian qui va en fait s'occuper de l'externalisation de ces tâches-là et qui va fournir des livrables clés en main qui vont être pilotés par nos soins selon les délais, le coût et la qualité qui va être attendu par le client. C'est aussi notre exemple d'accompagnement, d'intervention sur la gestion du projet. Et puis un dernier, celui que vous voyez en bas à gauche, c'est au niveau de la Orange Digital Factory. En fait, on a eu une sollicitation par rapport à ça. En fait, donc Orange développe des morceaux de logiciels et qu'ils vendent donc à plusieurs clients, mais ils avaient des sollicitations de ces différents clients pour faire des améliorations. Alors parfois, les clients demandaient la même chose, parfois ils demandaient des choses contradictoires. Et en fait, ils n'avaient pas de processus et de façon de traiter les demandes des clients bien optimisées et bien intégrées pour pouvoir voir les synergies entre ces différentes demandes. Donc du coup, ils ont fait appel à nous pour voir comment on pourrait retravailler sur cet aspect-là et au passage accélérer le temps de cycle pour sortir différentes versions de logiciels. Donc là, on a eu des consultants agiles qui sont intervenus directement avec les équipes en coaching et en accompagnement pour en fait mettre en place des méthodes de train agile, des méthodes standards pour centraliser l'information à un seul endroit, être capable de la traiter, de la transformer en action, de la découper et de faire des revues et des suivis de cycle sprint pour répondre à ce besoin-là qui avait été formulé. Donc, je pense que ça vous donne un petit aperçu du type de projet sur lesquels on peut intervenir. C'est très stimulant parce que c'est très varié et c'est vraiment, voilà, comme on le disait, quelque chose sur mesure où on prend le temps de comprendre la problématique et de trouver la solution adaptée, puisque bien souvent, il y a plein de façons d'aborder le problème. Et le tout, c'est d'en trouver une qui corresponde et qui soit en adéquation avec ce que les gens recherchent. Donc voilà, après, je ne sais pas du coup, Pierre, si tu voulais compléter peut-être sur certains aspects. Ouais, en fait, je pense que je vais juste paraphraser ce que tu viens de dire, puisque tu viens exactement de conclure sur cette slide-là. Donc, c'est très bien. Je pense qu'en effet, comme le disait Laura, il y a différentes façons de se poser la question pour savoir si on a mis en place la bonne gestion de projet ou le bon management de projet en fonction de son contexte, de ses problématiques, de l'environnement et de l'écosystème dans lequel on évolue. Ça peut être très différent quand on passe de produit à du service ou à du processus ou même à la croissance d'une société. On peut en tout cas réfléchir avec vous sur différentes façons de fonctionner. On peut apporter un certain regard extérieur par rapport aux multi-industries avec lesquelles on collabore aujourd'hui et même sur les différents types d'engagement ou de modes d'engagement qu'on a capacité à délivrer. Et en effet, on a aussi notre lab qui nous permet de pouvoir co-développer et co-créer ces sujets avec vous pour qu'en tout cas, le management de projet soit vraiment la clé de voûte à la fois du développement de votre société ou de la mise en succès du projet. Et donc, on peut passer par ces différentes phases-là que vous voyez sur la slide, avec une phase de définition, d'initialisation qu'on pourrait très bien matérialiser sous forme de workshop pour justement arriver à faire émerger à la fois chez vous et avec nos experts
la meilleure façon d'utiliser tout ce qui peut exister en termes d'outils ou de méthodologie pour rendre à la fois le projet ou la solution la plus efficiente possible au regard des contraintes que vous pouvez avoir au sein de vos sociétés, mais aussi que le marché peut mettre en avant. Et pour arriver, bien entendu, vers un cercle vertueux qui nous amènera tous vers le succès. Donc, j'espère que ça a été clair sur ce qu'on a capacité, en tout cas, à apporter aux sociétés comme les vôtres. Ce que nous, on a pu avoir en termes de retour d'expérience aussi, de par les différents secteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler, les différents outils qu'on peut utiliser ou même les méthodologies qui peuvent être adaptées en fonction des contraintes de chacun. Et en effet, on se tient à votre disposition avec Laura pour répondre à vos questions si vous en avez. Ouais, super, merci beaucoup. Alors pour les participants, si vous avez des questions, vous avez l'outil questions là sur le côté en théorie. Vous pouvez poser vos questions et je les dirai à Pierre et Laura. Alors le temps que vous réfléchissez à vos questions, moi j'en ai une par rapport à l'Innovation Lab. Je me demandais en fait si c'est déjà arrivé que vous, par exemple, qu'il y ait une entreprise qui vienne avec un projet et que vous co-construisiez un produit ensemble. Parce qu'il y a, si j'ai bien compris dans ce que vous avez expliqué, c'était plus quelqu'un qui arrivait avec un besoin et que vous travaillez sur quelque chose. Mais par exemple, une start-up qui viendrait vous voir en vous disant, voilà, moi j'ai telle solution. Est-ce que du coup, vous avez des choses en interne qui ont été également développées qui pourraient permettre un partenariat ou quelque chose dans le genre? C'est des choses qu'on a eu l'occasion de faire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vraiment façons de fonctionner, notamment avec le lab. Et c'est justement un des axes forts du lab, c'est qu'il n'y a vraiment pas de barrière. Et je pense qu'il y a un adage qui les caractérise très bien, c'est que les barrières ne sont pas dans le monde, elles sont dans nos têtes. Et le lab est vraiment dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein d'idées, plein de projets qui sont lancés en interne. Et quand ils arrivent à une certaine maturité, on vient les confronter en fait à nos clients justement pour avoir des sets de données et rendre la chose robuste. Il y a d'autres sujets qui ont émergé en fait de sociétés, sous un de nos clients grands comptes ou même des plus petites sociétés avec des idées ou des volontés en tout cas de faire émerger certains sujets et qu'on a pu lancer avec le lab. Donc les deux sont déjà faits et peuvent continuer à être faits bien entendu. Ok, ça marche. Et alors, du coup, une question par rapport à cette gestion de projet, parce que c'est souvent des choses qu'on voit dans des entreprises qui sont quand même assez, je dirais, assez conséquentes en termes de nombre de personnes. Pour vous, à quel moment il faut mettre en place ces outils? Alors, on peut imaginer la startup qui démarre avec 2 cofondateurs. À quel moment, en termes de nombre de gens ou de taille de projet, c'est important de commencer à réfléchir à vraiment mettre en place tous ces outils? En fait, je pense que la gestion de projet, c'est pas forcément l'apanage d'une seule personne. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait retrouver dans le quotidien de certains rôles sans forcément avoir une étiquette de responsable de projet ou de programme management officer. Après, je pense que dans la question, en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a structurer la gestion. Enfin, on peut comprendre la question comme à partir de quelle taille critique est-ce qu'il faut vraiment séparer la gestion de projet et créer une structure en tant que telle. J'ai envie de dire, ça dépend. Honnêtement, ça dépend des projets, ça dépend d'un certain nombre de choses. Souvent, c'est des choix stratégiques aussi. Je prends par exemple l'intitulé PMO. C'est vrai qu'on le voit beaucoup dans nos métiers. D'une entreprise à l'autre, ce que fait un PMO, un programme management officer, ça peut être complètement différent. En fait, c'est vraiment en fonction de l'ADN de l'entreprise, à quel point on veut mettre la gestion de projet au centre des processus ou à quel point on veut l'intégrer avec les processus. Il n'y a pas de recette miracle, je pense. C'est vraiment... moi, j'ai déjà vu des petites entreprises qui développaient des solutions logicielles ou même des solutions de produits pour lesquels, en fait, c'était le responsable de l'ingénierie qui avait aussi la casquette de programme manager. Parce que, justement, on était dans un contexte où tout ce qui était fait par le département d'ingénierie devait absolument être monitoré, tenu de près, et ça demandait pas juste des compétences de gestion de projet, mais aussi des fortes compétences techniques, parce que c'était là qu'était la valeur du software, la valeur du produit. Donc,
c'est pas forcément toujours judicieux en fait de séparer la gestion de programme du développement technique ou de certaines choses. Il faut vraiment que par rapport à la stratégie de l'entreprise, par rapport à la vision, je pense notamment à des startups, s'il y a cette volonté effectivement de se structurer, de gagner en maturité, de grandir, ça peut effectivement être un choix stratégique de dire oui, on va créer un nouveau poste, oui, on va centraliser la gestion de projet, oui, on va avoir une personne qui va être l'ambassadeur de ce nouveau changement qu'on veut insuffler et de cette structuration et de cette maturité qu'on veut gagner. Mais après, ça, c'est chaque entreprise qui a sa propre histoire, c'est chaque entreprise qui a sa propre façon de voir et aussi en fonction de la maturité d'un certain nombre de choses, il faut vraiment le voir au cas par cas. Et pour compléter à ta question, Aurélie, un des points importants, c'est que quand même la gestion de projet ou le management de projet, c'est finalement le quotidien de tout le monde et de toutes les sociétés, de tous les départements, de toutes les organisations. C'est-à-dire même on crée une société, c'est un projet en tant que tel. Donc, quelle est la meilleure organisation pour se dire on crée le projet? Une startup qui va chercher des subventions européennes, c'est en soi un projet. C'est comment on va structurer cette démarche de recherche de subventions pour y arriver. Ça, on le fait aussi pour nos clients, d'aller travailler, de piloter ces sujets-là, parce que ça peut être chronophage, parce qu'il y a une vraie structure à mettre derrière, parce qu'il y a une vraie sémantique à utiliser, notamment pour mettre en avant ce que la société a besoin de mettre en avant au regard des contraintes et des aspirations à ce type de subvention. Et en effet, derrière, il y a des projets qui peuvent être produits où il y a une structure particulière ou des services à mettre en œuvre. Donc, de toute façon, naturellement, la gestion de projet ou le management de projet est vraiment centrale et autour de nous au quotidien. Maintenant, la question, c'est de se dire quelle est la bonne direction on doit prendre, quel est le bon outil ou les bons outils, quelle est la meilleure méthodologie pour que derrière, en tout cas, on ne soit pas sclérosé par rapport à un sujet que l'on traite à l'instant T, mais plutôt qu'on se positionne sur la perspective vers laquelle on veut aller pour que finalement, on soit déjà dans cette phase d'évolution, de croissance, de bonne gestion, plutôt que dans la gestion au quotidien, qui pourrait devenir derrière une gestion de risque court terme et donc une réactivité en mode pompier sur des sujets qui auraient pu être largement anticipés. Oui, effectivement. On est assez d'accord sur ce sujet-là. Moi, je n'avais pas d'autres questions. Donc, il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Donc, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je pense que vous êtes à disposition si des questions arrivent après coup pour une mise en contact. Peut-être la question va certainement me poser après. Est-ce que du coup, il y aura possibilité de diffuser la présentation aux participants? Pas de problème. Donc, du coup, je pourrais faire un petit mail avec la présentation. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ce webinaire très intéressant et pour toutes ces informations. Et je vous dis à bientôt et bon après-midi. Ça marche. Merci à tous et puis bonne continuation. À bientôt. Merci Aurélie. Merci Laura. Merci Pierre, merci Aurélie. Bonne journée à tous.